Mesdames les vice-doyennes, Messieurs les vice-doyens, chers collègues, étudiantes, étudiants, cher François. J'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée dédiée à la leçon que, selon une formule que j'aime bien employer, tu nous fais l'honneur de donner. Et pour préparer cette très brève allocution, j'ai commencé par lire le texte du beau carton que le service communication a réalisé pour l'événement. Un paragraphe a particulièrement retenu mon attention, je cite. « Durant ses 35 ans d'enseignement à l'UNIL, François Bavot a choisi de privilégier l'exposition du formalisme mathématique au cœur des méthodes et révélant leur nature plutôt que de prescrire des recettes et règles méthodologiques à croire sur parole. Ce choix a pu constituer un défi auprès d'une partie du public étudiant en sciences humaines, sociales et naturelles, lequel semble être toutefois sorti indemne de l'aventure. Je t'entends derrière ces mots, j'entends la bienveillance du professeur qui, après une formation en sciences dites dures, tu as obtenu un diplôme de mathématiques et de physique théorique électrodynamique quantique à l'Université de Fribourg en 1982, puis un doctorat de physique théorique mécanique statistique à l'EPFL en 1987. Après cette formation, donc, tu as été amené à enseigner les méthodes de mathématiques et statistiques en SSP, en lettres et en FGSE. J'ai aussi été consulter ta page personnelle, sur laquelle figurent tes axes de recherche, j'en cite quelques-uns. Données catégorielles, dissimilarité catégorielle invariante par agrégation, partition floue et mesure de similarité, généralisation non linéaire de l'analyse des correspondances, psychologie mathématique, réfutabilité probabiliste versus déterministe, sélection de modèles, tests d'hypothèses et perception naturelle, perception, production et représentation du hasard par les sujets humains. Je suis latiniste. Pour moi, cette liste de mots s'apparente à une langue ou à une musique inconnue. Néanmoins, tu sais peut-être que dans mes discours, je m'arroge le privilège de faire une référence à l'Antiquité. Et donc la voici. Pour la latiniste que je suis, néanmoins, la leçon que tu donnes aujourd'hui est l'occasion de rappeler que Quintilien, professeur de rhétorique latine au 1er siècle de notre ère, affirmait que pour devenir un bon orateur, il faut connaître la science mathématique, car elle éveille l'esprit et aiguise l'intelligence. Rhétorique et mathématiques sont des disciplines cousines dans lesquelles, selon Quintilien, l'ordre est un élément essentiel. Je suppose que tu es ordré et ordonné. Et intelligent, bien sûr. J'en reviens à toi, qui as enseigné pendant de nombreuses années entre deux facultés, avec la même disponibilité et la même générosité. Cette générosité, tu en as aussi fait preuve dans ton investissement institutionnel, notamment lorsque tu as assumé la fonction de président de section et celle de vice-doyen de la faculté des lettres. Et puisque tu t'es multiplié entre deux facultés, tu as droit à 2 allocutions et je laisse maintenant la parole à mon collègue doyen de FGSE, Torsten Vennemann. Bien, bonjour, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, bien sûr, cher François. J'aime bien aussi souligner un peu ce que François a fait chez nous, à la faculté de FGSE, faculté de géosciences et de l'environnement, pour laquelle il a travaillé à 60%. Non, vous avez appris, c'était 50%. Mais en vrai, il s'est engagé tellement bien à notre faculté, pas seulement pour les enseignements, mais il était aussi le membre le plus long de notre conseil de la faculté depuis sa création. Et je pense qu'il n'a même pas raté une année d'être un membre du conseil de la faculté, un membre actif de ça aussi.
De plus, bien sûr, il était très actif pour tout ce qui sont les enseignements. Et il a une histoire longue, pas seulement à l'Université de Lausanne, parce qu'il a commencé en 1990. Il a été engagé comme maître d'assistant de statistique, que de statistiques. Et pour ceux qui connaissent un peu de mathématiques, c'est une petite portion de mathématiques, voilà. Ensuite, en 1994, il a engagé comme professeur assistant de méthode mathématique, donc déjà un champ plus vaste, voilà, dans la section d'informatique et de méthodes mathématiques en lettres à l'Université de Yunil, à la faculté de lettres, bien sûr, à l'Université de Lausanne. Le premier engagement comme MER était quand même à la faculté de SSP, Sciences sociales et politiques. Et donc, depuis 2002, François Bavot a partagé cette activité aussi au sein de notre faculté, à 50%, comme je viens de dire, ou plus de 60%, aussi nommé comme professeur de méthodes quantitatives. Et ceci à l'Institut de géographie et de durabilité de notre faculté. Donc, durant ces 35 ans d'enseignement à l'UNIL, François Bavot a choisi de privilégier l'exposition de formatisme mathématique au cœur de ces méthodes et révélant leur nature. Plus spécifiquement, et je cite aussi ce qui était écrit sur cette leçon d'honneur par notre université, ces recherches visent à renouveler le traitement de matrices, de confusion et de flux, de mesures de diversité, de disparité, d'association et d'autocorrélation spatiale et texturelle, ainsi que à proposer un formalisme unifié au-delà des traditions idiosyncratiques propres à chaque discipline. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai cherché dans ses notes de cours, mais vous devriez aller dans les notes de cours parce qu'il a enseigné 3 cours, méthodes quantitatives 1, méthode quantitative 2, après quelques années, méthode quantitative 3, donc 3 cours, tous ensemble, avec un vaste champ de statistiques, de mathématiques, de formalisme, ce qu'on vient de dire. Donc, pour mieux illustrer qu'est-ce que ça veut dire, j'aime bien vous lire quelques titres de ces publications, notamment qu'est-ce que ça veut dire pour la faculté de géosciences et de l'environnement. C'est en anglais. Estimation of flow trajectories in a multi-lines transportation network. Ah, transportation network. On parle de la géographie. C'est bien. Uses and practices of digital services in a situation of mobility. Le mot-clé aujourd'hui, mobilité, durabilité, c'est là. Evolution versus revolution. The case of the Champs-Élysées. Ah, maintenant, on connaît quelques noms, quelques phrases. Champs-Élysées. C'est là l'importance de mathématiques, mais pour le Champs-Élysées, pour le transport, pour la mobilité. Digitalization of a 19th century music theory. Debate for computational analysis. Musique. La musique qui est, je pense, aussi au cœur de son intérêt. Mais ça a des implications pour la musique. Mathématiques et musique, ça c'est la même chose peut-être, voilà, pour quelques-unes de nous, voilà. Et aussi, en français, cette fois, combien a-t-il de variétés distinctes d'anglais? Faculté de lettres. The transitional optimal transportation problem, sensitivity and segregation of the children to school constraint assignment in Lausanne. Les enfants, comment vont-ils aller à l'école? Comment est-ce qu'on peut participer à le transport public qui vient avec tout ça? Donc, des problèmes journaliers traités d'une façon de formalisme mathématique. Et donc, ce choix montre qu'une petite partie de la recherche, et ceci est vraiment constitué d'une base pour effectivement montrer à les étudiants et les étudiantes en sciences humaines, sciences sociales et également en sciences naturelles l'importance de ce qui sont les méthodes quantitatives. Et donc, comme ça, je peux dire un grand merci beaucoup à toi pour tous les enseignements à travers les 34 ans. Est-ce que vous pouvez compter combien d'étudiants il a formé d'une discipline qui est vraiment de l'importance, de la base aussi pour sciences naturelles que pour sciences sociales et sciences humaines. Et donc, merci beaucoup et ce sont nous qui sommes vraiment honorés de te l'avoir parmi nous comme collègue pour ce deuxième, pour la faculté de GSE, 23 années. Merci.
Merci beaucoup, Madame la doyenne. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Chers collègues, chers amis, merci beaucoup de votre présence. Je reprends un peu mes esprits et mes notes. Et merci à toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette leçon d'honneur, en particulier ma très grande gratitude pour Stéphanie Pichot, secrétaire des sciences du langage et de l'information, qui a organisé et supervisé tout cet événement. L'exercice qui va suivre a quelque chose d'un enterrement, forcément, mais il tient aussi du mariage, à savoir la rencontre de mes deux familles, que sont mes deux facultés, qui ont été évoquées par mes deux chers doyens, doyennes, et avec les intérêts scientifiques que j'ai pu avoir. En effet, j'avais deux types d'étudiants. Et ces deux facultés n'avaient donc pas eu l'occasion, à ma connaissance, de se rencontrer avant, rien que toutes les deux, pour un événement spécifique à l'UNIC. Et la salle où nous nous trouvons, c'est ma salle, c'est celle où j'enseigne la première année de méthode quantitative, les cours MQ1 et MQ2, aux étudiants des deux facultés. Nous y voilà, m'y voilà. Je vais tenter, durant 1 heure au maximum, j'espère, d'évoquer quelques activités et recherches qui m'ont occupé toutes ces années durant, activités qui ont déjà été magnifiquement évoquées par les deux allocations précédentes. Et puis, c'est toujours un peu mystérieux pour vous, peut-être, à commencer par le titre de la leçon. J'espère que dans 1 heure, vous en saurez un peu plus. Pour gagner en concision, je vais omettre le plus possible de détails, qui ne sont naturellement pas du tout des détails. Je vais aussi assumer mon côté très 20e siècle, c'est-à-dire que je vais utiliser le masculin neutre générique pour désigner les créatures de tout genre. Et tout de suite, et sans transition, je vais évoquer quelques anciennes études que nous avons menées avec Arisc Santos. Alors voilà, j'ai un livre, je l'ouvre au hasard. Hop, je pique un texte au hasard, et puis qu'est-ce que je lis? CHA. Ah, ben ça tombe bien, c'est exactement ce qui est sur les slides derrière. Et je me pose la question, mais quel est CHA? Il va être suivi par quelle lettre et avec quelle propriété, avec quelle probabilité? Est-ce que ça va être un L, un M, un N? Alors en fait, ici, on est en train de parler d'un modèle en rouge, probabilité que le trigramme oméga soit suivi de la lettre alpha. Ce modèle, ça s'appelle une chaîne de Markov d'ordre R, et il faut d'abord apprendre ce modèle sur un échantillon, un corpus textuel, supposément très grand, en français, ou en anglais, ou dans une autre langue. Une fois qu'on a appris ce modèle, on peut simuler, générer de nouvelles séquences textuelles. Ben ça marche pas. Tac, voilà, ça marche. Ça marche, oui. Ici, on tient compte du bigramme des deux dernières lettres précédentes. Et le premier paragraphe, vous voyez que ça ressemble à de l'anglais. Hein, c'est généré aléatoirement. On tient compte toujours des deux lettres précédentes, puis on génère la suite. Mais c'est pas de l'anglais. La plupart des mots ne sont pas de l'anglais, même si ça a un aspect anglais. Si je tiens compte des 3 lettres précédentes, les trigrammes R égale 3, on a beaucoup de mots qui sont anglais, mais la phrase n'a ni queue ni tête, bien évidemment. Je peux aussi mélanger du français et de l'anglais. Par exemple, je prends 5/6 d'anglais et 1/6 de français. Et puis, je fais mes simulations. Et ben, ça va ressembler, comme on pouvait s'y attendre, surtout à de l'anglais, avec peut-être un zeste de français. Si je fais moitié-moitié, eh bien, ça ressemble moitié à de l'anglais, moitié du français. Et puis, si je prends surtout du français 5/6, bien 1/6 d'anglais, ben, ça ressemble surtout à du français avec des petits bouts d'anglais. On peut aussi chauffer le texte. Alors, ça peut sembler surprenant de chauffer un texte. Qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte probabiliste? Chauffer quelque chose, lorsqu'il s'agit de probabilité, c'est simplement rendre les événements rares un peu moins rares, et donc les événements fréquents un peu moins fréquents. Donc, on va augmenter la variété. Et voilà ce que ça peut donner lorsque c'est 2 fois plus chaud. À l'inverse, refroidir, c'est, si je refroidis le texte en anglais, seuls les événements les plus fréquents ont une chance d'apparaître, et voici ce que donne une simulation. Ça commence par L, suivi de the was, jusqu'à l'infini, qui se répète à l'infini, et puis ça peut évoquer en physique un cristal, c'est-à-dire l'organisation de la matière à basse température, on y reviendra, qui alterne de façon périodique des couches d'atomes. Et la variété qu'on obtient, elle est clairement minimale.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme objets principaux fondamentaux dans ces méthodes quantitatives, dans ces méthodes statistiques et probabilistes? Eh bien, on a deux objets, deux concepts qui sont juste à la base de tout. D'une part, les données. Les données, c'est ce que je vois du monde, ce sont les faits. Et d'autre part, on a les modèles, ici des modèles probabilistes, c'est ce que je crois du monde, c'est des théories. Et on va confronter ces données aux modèles. Si j'ai des nouvelles observations, la probabilité que j'ai de tenir un modèle pour vrai va changer de la façon suivante. Ça, c'est la règle dite de Bayes. On parle d'un moteur à inférence bayésien. Alors, il dit que, après avoir observé les données, donc a posteriori, la probabilité que ce modèle M-ci soit vrai, il est proportionnel à la probabilité que, si le modèle M était vrai, il est créé, généré des données que j'observe justement, fois la probabilité a priori que j'ai, la confiance que j'aurai a priori du modèle, sans avoir encore observé les données, divisé par la probabilité d'observer ces données sans faire allusion à un modèle. Alors ça, c'est assez compliqué conceptuellement et computationnellement à estimer. Mais donne un exemple tout simple. Un matin, vous vous réveillez fatigué et sans énergie, est-ce que vous êtes en train de tomber malade? Eh bien, vous avez d'autant plus de chances, de raisons de croire que vous êtes peut-être en train de tomber malade que lorsque vous tombez malade, vous êtes fatigué, parce qu'il y a une maladie qui ne se traduit pas par un effet de fatigue. Aussi que vous tombez fréquemment malade, ça c'est le deuxième terme au numérateur. Et puis au dénominateur, donc c'est inversement proportionnel à la probabilité d'être fatigué. En effet, si tous les matins vous vous réveillez fatigué et sans énergie, eh bien le jour où ça vous arrive, c'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas de raison de penser « est-ce que je suis en train de tomber malade ?» Ça semble assez évident vu comme ça. Maintenant, la question de la réfutabilité d'un modèle. Donc la question de la réfutabilité, elle est au cœur de ce qui définit une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour qu'une théorie soit qualifiée de scientifique, au contraire des pseudosciences que sont par exemple l'agriculture biodynamique, l'homéopathie, la psychanalyse ou la diététique quantique. Donc comment réfute donc un modèle? Comment réfute-t-on donc un modèle probabiliste? Excusez-moi. Eh bien, simplement, si je tiens un modèle pour vrai et ce que je vois est tellement improbable, pas impossible, mais improbable, eh bien, je vais me dire, j'y crois plus à ce modèle, je vais le tenir pour faux. C'est vraiment très simple comme raisonnement, c'est à la base de tous les tests statistiques que j'enseigne dans le fameux cours de méthode quantitative 2, puis on regarde tous les cas, voilà, les étudiants ont survécu à ça aussi. Un exemple tout simple, vous lancez 6 fois une pièce, et puis une pièce de monnaie, et vous avez 6 fois pile. Là, vous dites, c'est quand même extraordinaire d'avoir 6 fois pile en silencé. Est-ce que cette pièce est vraiment équilibrée? Vous commencez à douter, ou certaines personnes ont dit, non, la pièce, elle est truquée, elle n'est pas équilibrée. Ça se passe autour de 6, de 5, de 7. Mais si vous lancez 12 fois la pièce et que 12 fois vous avez pile, la probabilité, elle est moindre que 1 sur 4000. Alors, vous pouvez vous dire, il s'est passé un événement qui se produit toutes les 4000 fois environ. Or, c'est peu probable, parce que probablement c'est la seule fois de votre vie que vous allez tirer 12 fois une pièce de monnaie. La plupart des gens, enfin tout le monde, se dit non, cette pièce n'est pas équilibrée, et voilà, on va rejeter le modèle. On va toujours garder les données et rejeter le modèle lorsqu'il y a un clash entre les deux. Voilà, alors, en fait, on peut généraliser ceci, donc ça monte un petit peu en abstraction. Dans le cas général, les données sont partiellement inconnues. On sait seulement qu'elles sont elles sont partiellement observées. Et puis il y a des choses qu'on n'observe pas. Et puis en même temps, on ne va pas considérer un seul modèle, mais une famille de modèles. Et on va, à ce moment-là, dans ce cadre très général, reconstituer les données à la fois les plus plausibles par un principe qui s'appelle le maximum d'entropie. Voilà, je vais reconstituer les données qui auraient été les plus probables, et puis aussi quel est le modèle le mieux ajusté aux données que je tiens momentanément pour vraies. Ça, c'est le principe du maximum de vraisemblance. Et on va alterner entre ces deux choses pour faire le meilleur modèle M chapeau avec les meilleures données possibles, reconstituer les deux des étoiles. Et voilà le principe. Alors tout ça est un petit peu abstrait sans doute. Je vais l'illustrer par une étude qu'on a fait récemment avec Guillaume Gay et Romain Loup, dans l'estimation du flux des voyageurs dans les transports lausannois.
Donc, dans les transports lausannois, les TL, vous avez un nombre de personnes, disons un jour de la semaine donnée, NIJ, qui rentrent dans le réseau au stop I et puis qui sortent du réseau au stop J. Ces deux stops appartiennent ou pas à la même ligne, il peut y avoir des transferts. Est-ce que la seule chose que vous connaissez, c'est le nombre de gens qui montent dans chaque bus à chaque stop et qui descendent? Parce qu'en fait, il y a des compteurs, on ne le sait pas, mais il y a des compteurs dans les marges des bus qui comptent le nombre de gens qui montent et qui descendent. Comment, sur la base de ce nombre de personnes montant et descendant, reconstituer le nombre de personnes, le flux complet, hein? Ce qu'on ne connaît pas ici, c'est la probabilité de faire un transfert. Alors les transferts se font dans des hubs. Ici on a Saint-François, ici on a le Flon. Et quelle est la probabilité qu'on fasse un transfert à Saint-François, dans le Flon, etc. On ne sait pas quelle est sa distribution. Et puis même si on avait une seule ligne de bus, le problème ne serait pas trivial, dans le sens où la probabilité que quelqu'un qui soit par exemple monté au 2e arrêt descendre au 7e, eh bien, on ne la connaît pas. On ne sait pas si c'est la même personne ou pas. Voilà, donc on va appliquer ceci, et puis grâce à Guillaume et Romain, on a pu reconstituer les flux les plus plausibles, et voilà le réseau lausannois reconstitué, qui est le plus probable, on va dire. Et puis à partir de ça, on peut faire toutes sortes de choses intéressantes. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe lorsqu'une ligne est perturbée, si on devait mettre une nouvelle ligne, on devrait la mettre où, etc., etc. Je passe maintenant à un deuxième problème qui est presque universel, c'est le problème du partitionnement d'objets, ou qu'on appelle clustering. Un cluster en anglais, c'est un groupe ici d'objets. Alors, vous avez n objets, ici j'ai 23 points, qui sont plus ou moins gros, ils ont une certaine masse, une certaine importance, et ils sont ici répartis dans un espace à 2 dimensions, et puis on a des paires de distance entre les objets. DIJ, hein, c'est la distance entre l'objet et lui-même. Et non, entre l'objet I et l'objet J. Ici, c'est à 2 dimensions, c'est euclidien, mais on peut avoir des distances et des dissimilarités qui sont de nature beaucoup plus générale. Et la question qu'on se pose, c'est comment je vais faire des groupes d'objets, comment je vais partitionner, regrouper ces N objets en M groupes, qui soient aussi homogènes que possible. Homogène, ça veut dire qu'on voudrait qu'à l'intérieur de chaque groupe, les objets ne soient pas trop distants les uns des autres. Alors on va dire, ah ben là, il y a un groupe évident, c'est le celui-ci, et puis là, peut-être qu'il y aura un groupe là, puis essayer de, est-ce que celui-là va appartenir à ce groupe, ou est-ce qu'il forme un groupe avec le 9, est-ce qu'il y a ce groupe ici, celui-là il serait tout seul, ou il est rattaché là, etc. Alors on va supposer que tous ces groupes sont générés par, et c'est ça la famille de modèles, par des gaussiennes. Hein. J'ai des gaussiennes qui ont des centres quelque part, ici, 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 ici. Et puis plus on est proche du centre, plus la probabilité que l'objet apparaisse près du centre est grande. Et puis plus on s'éloigne, ça décroît exponentiellement. Pour une fois, le terme exponentiel n'est pas galvaudé. Et puis voilà, on a un modèle possible. On connaît bien sûr pas ces gaussiennes. Ce qu'on ne connaît pas non plus, c'est ZIG. Qu'est-ce que c'est ZIG? C'est la probabilité que, étant donné que je m'intéresse à un objet, par exemple 19, il appartienne au groupe G, par exemple le groupe 4. Alors, ça va venir souvent, cette matrice dite d'appartenance. Je l'ai constituée ici, pour que vous puissiez vous en souvenir lorsque ça va venir. C'est la probabilité que l'objet I appartienne au groupe G. Donc on aimerait avoir des groupes aussi homogènes que possible, c'est-à-dire aussi petits que possible, avec des choses aussi compactes. Et ça, c'est exactement le même problème que quand vous voulez ranger votre bureau. Vous allez essayer de trier des crayons, des papiers, des timbres, des lettres, des factures, des dossiers et autres dans différentes boîtes, tiroirs ou classeurs. Vous sentez bien qu'il y a un équilibre à trouver entre trop de boîtes et pas assez de boîtes, mais tout le monde a expérimenté à quel point ce problème très facile à énoncer est en fait très difficile à résoudre. Alors voilà, donc la famille de modèles, c'est des gaussiennes, on parle d'un mélange de gaussiennes, et puis les données complètes, je ne connais pas cette probabilité, c'est justement ça que j'aimerais obtenir. Donc, ce que j'aimerais, c'est maximiser cette probabilité, ou ce qui revient au même, minimiser moins log de cette probabilité. Vous avez tous vu ce que c'était la fonction log une fois dans votre vie, ou presque tous sauf les plus jeunes. Donc, c'est simplement une fonction décroissante avec le moins, qui va de plus l'infini à 0, lorsque la probabilité P va être de 0 à 1, comme il se doit. Puis plus P est grand, plus moins le log est petit. Ça, c'est l'énergie libre.
J'ai rajouté la définition ici derrière moi, parce qu'elle va venir aussi. Et cette énergie libre, si on applique ce modèle de mélange de gaussienne pour faire du clustering, donc du partitionnement d'objets, il va se décomposer de la façon suivante. Il y a un premier terme qui est la dispersion intragroupe. Hein. Donc plus la dispersion est grande, moins les groupes sont homogènes. C'est ce terme qu'on aimerait minimiser. Plus un terme T. Alors qu'est-ce que c'est T? Oui, c'est gaussienne, j'ai oublié de le dire. Elles ont une certaine dispersion, une certaine variance, et on va supposer qu'ils ont tous la même variance. Et ça, c'est la variance des gaussiennes. Plus, qui multiplie, hein, donc fois, ce qu'on appelle en théorie de l'information l'information mutuelle. Alors c'est simplement une mesure d'attachement des particules ou des objets au groupe. Si chaque objet appartient à un groupe et un seul, qui sont bien séparés, l'information mutuelle sera grande. Si, à l'inverse, chaque objet appartient plus ou moins à un peu tous les groupes, l'information mutuelle sera faible, voire nulle, dans le cas limite. Et alors, croyez-le ou non, en fonction de toutes les quantités que j'ai introduites, j'ai aussi introduit ρg. ρg, c'est le poids des groupes. Le poids d'un groupe, c'est le poids des objets que contient ce groupe, de façon probabiliste, hein, parce qu'on a une probabilité qu'un objet soit dans un groupe. Ça, c'est ρg, c'est facile à retenir. Donc, ça, c'est la variance intragroupe, voilà son expression en fonction des termes. DJ, c'est la distance entre les objets, je vous rappelle. Et puis l'information mutuelle, la voici, avec une fois une triple somme, une fois une double somme. Voilà, donc on est vraiment, on a formalisé complètement le problème. Une fois qu'on arrive là, moi, je suis extrêmement heureux et je dis, mais quelles sont les propriétés, qu'est-ce qui se passe, comment ça dépend, qui dépend de quoi et comment. Il y a toutes sortes de choses fascinantes à faire. Alors, oui. Alors la meilleure partition Z, ben c'est ça qu'on cherche, c'est que le Z optimal, c'est celle qui va minimiser l'énergie libre, bien sûr. Plus l'énergie libre est petite, donc plus la probabilité est grande, mieux sera résolu le problème de clustering. Ce problème de clustering, en fait, il est mathématiquement extrêmement difficile. Il est facile à énoncer, hein, je vais te l'énoncer, mais il est extrêmement difficile à résoudre. Il est ce qu'on appelle NP difficile, donc on n'a pas de solution exacte. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est que si j'ai un Z, disons, initial, comme je l'ai fait ici, hein, je vais essayer ce genre de ça, on va dire que c'est Z0. Eh bien, une fois que j'ai un Z0, je peux améliorer automatiquement mon clustering avec un Z1 qui fait en sorte que l'énergie libre va automatiquement diminuer. Et puis je prends ce Z1 et puis je fais le même algorithme d'itération, je trouve un meilleur Z2 qui va encore diminuer l'énergie libre, et à chaque fois je diminue l'énergie libre jusqu'à ce que je puisse plus diminuer. Et à ce moment-là, je suis dans un minimum de l'énergie libre, et en fait ça ressemble à ceci. Je pars ici de Z0 et je descends, et puis je vais arriver ici sur minimum sur le point rouge. Si j'étais parti d'un autre Z0, ben j'arrive sur un autre point rouge ici. Et ce que moi j'aimerais arriver, c'est le minimum, sur le minimum des minima, ce qu'on appelle le minimum global, et non pas des minima locaux, le point bleu ici. Mais ce point bleu, on n'est jamais certain de l'avoir. Et même quand on a trouvé un point, eh bien, même si on l'avait, on ne saurait pas qu'on l'a atteint. C'est un problème extrêmement difficile. Ce paysage, hein, f de z, c'est une simple fonction de z. J'ai juste un peu triché parce que z, c'est pas à une dimension, mais c'est à beaucoup de dimensions. Mais disons, la représentation ici est correcte. L'image qu'on peut s'en faire, elle est OK. Donc ce Z infini constitue le minimum, un minimum en roue, mais ce n'est pas le minimum global. Voilà, je l'avais déjà dit. Maintenant, si j'étais parti d'une autre partition, comme je l'ai aussi dit, j'obtiendrais à la fin un autre clustering minimal, qui est généralement un minimum local, comme je l'ai dit aussi. Donc, vous partez des mêmes données, quelqu'un va faire ce clustering, voilà, j'ai un grand groupe noir, j'ai un groupe rouge ici, j'ai un groupe vert, bleu et bleu clair, et quelqu'un d'autre va arriver à ceci, parce qu'il est parti d'une autre partition initiale, avec ces groupes et ces 4 groupes. Et en fait, lorsque je vois ça, j'organise déjà la perception de façon à percevoir des groupes. Ou si j'ai des points alignés, je vais percevoir qu'ils sont un peu alignés. On ne perçoit jamais des données brutes, on perçoit des formes. Et ça, c'est ce qu'avaient mis en évidence les gens en Gestalt psychologie dans les années 1920. Donc, et ils cherchaient à établir les lois de la psychologie perceptive. Qu'est-ce qui fait qu'on voit que des objets sont groupés, qu'ils sont alignés ou pas, qu'ils appartiennent au même ensemble ou pas. Donc on a un œil qui n'est pas un œil pur, c'est un œil qui pense, un œil qui est câblé derrière notre cerveau, qui voit des formes, qui lui fait voir des formes.
on n'a jamais des données brutes. Donc, ce que je prétends, c'est que ici, vous avez déjà des modèles, parce que c'est ça qu'on veut établir, les modèles, c'est les groupes. Ces modèles, on les perçoit déjà au départ, et puis en fait, ce problème de clustering, on peut le voir comme un problème de perception. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont les mêmes. Et on peut aussi aborder le problème de la perception bistable. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, ici, vous avez le célèbre cube de Necker. Vous avez la face de gauche qui vous pouvez voir devant ou derrière la face de droite. Et puis, si vous voyez ça, généralement, ça alterne. Vous connaissez tous ça. La même chose se produit avec le vase de Rubin. Soit on voit un vase, soit on voit deux silhouettes qui se font face. Et puis ça pourrait correspondre, dans ce formalisme, à une fonction d'énergie libre avec deux minima globaux de même équivalent, mais différents, ZA et ZB. ZA, c'est la face de gauche devant, et ZB, c'est la face de gauche derrière. Voilà. Et donc, on arrive à modéliser ces phénomènes de perception, ici même multistables. Et ce que j'avais dit avant, quand les données ne sont jamais vraiment brutes, et puis que les modèles ne sont jamais vraiment non plus tabula rasa, parce que ces modèles, ils ne tombent pas du ciel, ils ont été appris de l'expérience, la nôtre propre, ontogénétiquement, ou bien par notre hérédité, donc phylogénétiquement, en fait, on a une interaction très complexe entre des modèles, des données, en une sorte de régression infinie. Et ici, j'ai donné une sorte d'architecture un peu fantaisiste, mais qui ressemble, enfin qui est censée ressembler à une architecture rudimentaire de réseau de neurones. Et puis, je ne vais pas aborder ces questions de réseaux de neurones, mais ces réseaux de neurones, comme vous le savez peut-être, c'est les instruments privilégiés pour faire ce qu'on appelle maintenant du machine learning, donc en français simplement de l'apprentissage automatique. Machine learning qu'on traduit le plus souvent par intelligence artificielle. Et puis, le petit exemple que j'avais fait avec deviner la prochaine lettre dans une chaîne de Markov textuelle, eh bien cet exemple, il a en essence, en beaucoup simplifié bien sûr, mais tous les ingrédients qu'il faut pour apprendre, faire des inférences et ce qu'on peut observer lorsque vous utilisez par exemple les large language models, quand vous avez recours à ChatGPT, Perplexity, DeepSeek ou autres. Voilà, c'est ce genre de mécanisme qui est à l'œuvre. Alors, donc on a vu que cette énergie libre modéliser à la fois des problèmes de stats, ou de méthodes quantitatives et de perception, mais ça modélise aussi, et c'est de là que ça vient ce nom énergie libre, l'organisation de la matière, rien moins que ça, en physique statistique. Et là, ça sera ma première formation en physique statistique. En effet, cette fonction est dispersion intragroupe plus T fois I. En physique, le premier terme, c'est le terme d'énergie. Le deuxième terme, information mutuelle, c'est le terme de moins l'entropie. Et puis T, qui avant était la dispersion, la variance des gaussiennes, c'est simplement la température, justement. Et ici, lorsqu'on veut minimiser F, on aimerait à la fois minimiser l'énergie et, puisqu'il y a ce signe moins, maximiser l'entropie. Et donc on a affaire à deux grands principes qui sont contradictoires et qui sont universels dans le sens qu'ils s'appliquent à beaucoup de phénomènes physiques, mais pas seulement en physique, dans beaucoup de disciplines, dans la théorie des systèmes un peu générale. Des fois c'est un peu métaphorique, des fois c'est plus descriptif que ça. Et ces principes sont d'une part la minimisation de l'énergie qui va aboutir à des états stables, et d'autre part la maximisation de l'entropie qui va aboutir à un désordre. Ces deux principes sont contradictoires, il faut un arbitre entre ces deux. L'arbitre entre ces deux, c'est la température. Et alors ici, si je reviens à mon problème de clustering, plus la température est petite, plus il y a de groupes. Parce qu'ici, la température va fixer le nombre de groupes, et j'aurai des transitions de phase au fur et à mesure que je monte ou que je descends la température, transitions de phase qui sont analogues aux transitions de phase qu'on connaît bien, comme eau-glace ou bien eau-vapeur d'eau. Voilà, ici, alors quand je descends la température, j'ai 3 groupes, puis 5 groupes, puis 7 groupes, puis 9 groupes. Et donc, j'en ai une même quantité, l'énergie libre, qui gouverne à la fois donc, le comportement de la matière, la modélisation probabiliste et donc la science, parce que c'est ça la réfutabilité scientifique, la science, qu'est-ce qu'on admet comme vrai, étant donné ce qu'on voit, et puis la perception, donc on a quelque chose de complètement fascinant, donc on a une universalité et ce que Wigner avait appelé dans les années 60, une efficacité déraisonnable des mathématiques. Les mathématiques marchent tellement bien
tellement bien que ça en devient suspect. Alors, c'est vrai, et alors je ne partage pas la suspicion de Wigner, mais je partage son émerveillement. C'est vrai que c'est dingue comme ça marche bien. Et donc, on en a une cohérence extraordinaire du formalisme mathématique. Et cette formalisme mathématique, vous voyez, quand vous avez des expressions comme ça, ben vous pouvez les transformer de façon purement algébrique. Il y a toujours la question, et c'est là que les gens commencent à perdre pied en mathématiques, quand ils font de l'algèbre, comme on dit, x carré égale 2x moins 3. Ils disent, ouais, mais x, c'est quoi? Et ils ne captent pas, et certains ne captent jamais, alors qu'ils font une brillante carrière et ont une vie très heureuse, mais ils ne captent jamais... Et la réponse c'est, mais x c'est n'importe quoi, enfin plutôt n'importe quel nombre réel si on veut être un peu précis. Tu t'en fiches de savoir ce que c'est x, vas-y, calcule, fais des équations, sors-moi les deux solutions s'il y en a, tu t'en fiches de savoir ce que c'est x. Puis à la fin, x c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être une hauteur, c'est peut-être n'importe quoi, puis on reviendra à la sémantique, qu'est-ce que désigne l'objet. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du formalisme mathématique, on travaille de façon purement syntactique, sans prendre en compte le signifié ou le niveau sémantique. Et ça donne une puissance extraordinaire, et ça veut dire que vous pouvez avoir un triple emploi, vous pouvez faire des maths là-dessus, et puis travailler à la fois pour les psychologues en perception, à la fois pour les physiciens, à la fois pour les gens en modélisation statistique et probabiliste, et puis tout ce que vous faites comme théorème, ça va leur servir aux trois disciplines du même coup. Alors, c'est bien abstrait, hein, j'en suis bien conscient, et je m'en excuse un petit peu en même temps, je ne vais pas me renier à cette dernière occasion. Je vais essayer d'illustrer quand même un petit peu ce qui a été fait par des cas concrets d'application que j'ai pu faire moi ou avec des collègues ici en lettres et ici en géosciences. On en a fait des tonnes et des tonnes des clusterings, et puis on n'est pas les seuls à en faire, on en fait partout dans le monde. C'est fou. Ici, un clustering des villes principales dans le monde. Donc je ne donne pas les détails, qui ne sont pas des détails. Ici, un clustering sur... qu'est-ce que c'était sur les... Oui, sur les catégories syntactiques de noms qui se trouvent dans un texte. Est-ce que c'est des prépositions, des adverbes, des adjectifs? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont masculins, féminins, singuliers, pluriels, etc. Ici, vous avez un clustering d'œuvres musicales. Vous avez du Beethoven, du Mozart, du Chopin, du Scarlatti. Et puis, en fait, c'est des partitions de ces œuvres pour tout un orchestre. Partitions qu'on a transcrites dans le système MIDI, pour ceux qui savent ce que c'est un système MIDI, puis qu'on a considéré comme un texte. Puis après, on a appliqué des méthodes de dissimilarité textuelle. Voilà, et puis on arrive à voir qu'est-ce qui est bien classé. Alors généralement les Beethoven sont avec les Beethoven, mais ici il y a un Chopin qui est avec un Scarlatti, etc. Ce dernier réseau qui a été fait avec Pascal Denelin dans le cadre de sa thèse, je m'attarde un tout petit peu plus. Elle étudiait le concept de minéralité dans le vin. C'est un concept à la mode, un vin est minéral ou pas. Mais ce concept à la mode, est-ce que c'est un vrai concept? Est-ce que les professionnels ou les consommateurs partagent le même jugement? Est-ce qu'ils expriment la même chose lorsqu'ils parlent de minéralité d'un vin? Alors, on a analysé leur discours via des questionnaires avec beaucoup de répondants. On regarde les co-occurrences entre termes, les associations entre termes, et en fonction de ceci, on arrive à dégager des sous-réseaux, des clusters qui se rattachent tous à la notion de minéralité. Et par exemple, en rouge, vous avez la minéralité en tant que cluster lié à la sphère olfactive, avec arômes, odeurs associés à pierre, fusil, silex. En jaune, vous avez la minéralité associée au terme goût. On a aussi les termes sensation, sentir, ressentir, bouche, sucer, caillou. En rose, vous avez l'expression du terroir, du sol, de l'acidité, etc. Donc tout ça, c'est des clusterings. Alors une variante, le transport optimal, une variante du clustering, dont je vais parler un petit peu. Comment transporter n tas de terre dans m trous? C'est un peu trivial comme ça, c'est un problème qui est énoncé une première fois, puis ça a été transformé plus tard, mais par Gaspard Monge, à la fin du XVIIIe siècle. Gaspard Monge, qui est un des fondateurs de l'école polytechnique, pas de Lausanne, de Paris, l'IX. Donc, il parlait du problème des déblais et des remblais. Vous avez des tas de terre et des trous, et puis le volume total de la terre, des tas et des trous coïncide.
Et on aime, peu importe quelle partie de la Terre on va amener dans quel trou, quelle partie du trou, on veut juste transporter, faire le moins de kilomètres possible avec cette Terre, avec des camions ou avec des brouettes. Donc on veut minimiser le coût total du transport, qui va être une énergie, c'est le premier terme ici, minimiser toujours sur la partition. Alors ici, c'est quoi la partition? C'est la probabilité que une partie du tas de terre I, je l'amène dans le trou G. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, ça, c'est le problème de base. En fait, on l'a, avec Guillaume et Théophile, surtout, généralisé au cas régularisé. On a rajouté un terme d'entropie. Ce terme d'entropie, apparemment, avec une température, comme il se doit devant, donc d'information mutuelle. Ce qui est important ici, bien sûr, c'est que les capacités des trous soient fixées. Voilà, donc on a une contrainte supplémentaire, mais sinon le problème ici, il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple que le problème du clustering avant. Si vous étiez attentif et vous vous rappelez un petit peu l'expression de l'énergie pour le problème précédent, Z était à la puissance 2 au numérateur, il était divisé par ρ qui est linéaire avec Z, donc c'était beaucoup plus compliqué que ce problème. Ce problème ici, il est plus facile à résoudre, et surtout si vous le régularisez, il est plus facile à résoudre. Vous avez une seule solution, donc on peut toujours la trouver de façon itérative. Et voilà la forme de cette solution. Alors, elle était trouvée dans beaucoup de disciplines, cette solution, en particulier en géographie, où on l'appelle le modèle gravitaire des flux. De quoi s'agit-il? Eh bien, typiquement, vous avez des migrants, des personnes, ou des pendulaires, des personnes, disons, des migrants, qui cherchent du travail. Ils habitent la région I, il n'y a pas assez de travail, ils veulent aller migrer dans une région G, où ils vont trouver du travail. Et le nombre de migrants, ou la probabilité pour qu'un migrant habite dans la région G, I, aille émigrer dans la région G, est proportionnelle à AI, qui est d'autant plus grand qu'il n'y a pas de travail chez lui dans la région I, BG, qui est d'autant plus grand qu'il y a du travail, des opportunités de travail dans la région G, de destination, et puis c'est d'autant plus grand que les régions I et G sont proches. En effet, toutes choses étant égales par ailleurs, on préfère toujours aller chercher, par exemple, du travail le plus proche de chez soi, plutôt que d'aller à l'autre bout du pays, du continent ou du monde. Alors, ceci a été appliqué par Théo dans le cadre de sa thèse en géographie. Il a d'abord reconstitué le réseau. Oui, dans le cas, je devrais le dire, c'est la chose la plus importante, il s'agissait d'attribuer les élèves, les écoliers lausannois, de l'école primaire, aux écoles. Quel élève qui habite la région I, enfin l'immeuble I, va aller dans quelle école G ou tel établissement scolaire G? Alors pour ça, il faut d'abord constituer le réseau piéton, parce que ces élèves, on va les encourager à aller à pied, et on aimerait qu'ils aient le moins de trafic, qu'ils aient le moins de distance pédestre à parcourir. Et donc on aimerait les attribuer à l'école la plus proche. Mais si on le fait, fatalement, peut-être qu'il y en aura une école qui sera en surcapacité. Il y aura trop d'élèves dans cette école. Donc ce trop, entre guillemets, d'élèves, il faudra les mettre ailleurs, dans les écoles qui sont en sous-capacité. Donc il faut considérer ce problème. Et ce problème a été exactement implémenté par Théo, qui, en même temps de sa thèse, travaillait aussi à la commune de Lausanne et qui a fait les premières attributions qui ont été utilisées, en tout cas pendant de nombreuses années. Et voilà ce que ça donne, une certaine attribution. Ici, les points rouges, c'est les élèves, ou plutôt les locations, où est-ce qu'ils habitent. Les carrés, c'est les établissements scolaires. Et puis les zones en noir, c'est les frontières entre les bassins d'attraction que constituent les établissements scolaires. Voilà. Alors, un peu de géographie quantitative. Non, pas encore. C'est faux départ. Problème de transport optimal. Ça a été aussi appliqué dans un contexte, cette fois pas spatial, mais de lettres, on va dire, dans le cadre de la thèse de Colline Métraillé, qui s'intéresse toujours, je pense, au réseau de personnages, des œuvres qui sont des livres ou des films ou des jeux vidéo. On les voit comme des réseaux de personnages. C'est une certaine approche. Et lorsque vous avez ici, vous connaissez peut-être la saga du monde de Narnia, c'est le premier tome ici est écrit en 1950, donc c'est le livre de Lewis. Et puis ce tome a plus ou moins été adapté en 2005, 55 ans plus tard, en un film.
Et puis, entre le livre et le film, ici, vous avez le réseau de personnages du livre, et ici, vous avez le réseau de personnages du film. Alors, les personnages principaux, ils sont dans les deux réseaux, mais ils ne sont pas exactement dans les mêmes proportions. Certains apparaissent plus dans le film, d'autres plus fréquemment, donc, dans le livre. Les personnages secondaires, certains apparaissent dans les deux œuvres, d'autres que dans le film, ou que dans l'autre. Et donc, il faudra transformer ce réseau qui serait un peu l'équivalent des tas de tables en d'autres réseaux qui seraient un peu l'équivalent des trous, ou l'inverse, parce que le problème est complètement symétrique. Et pour ça, il faut, alors là, je passe les détails, de nouveau, définir soigneusement toutes les distances, les coûts de transformer un personnage en un autre qui peut être lui-même ou un autre. Et donc, en appliquant cette méthode des théories du transport optimal, Colline a pu donner toutes sortes de caractérisations de distance entre différents réseaux de personnages se référant à une même œuvre originale. Alors, cette fois, la géographie quantitative, on peut la définir de la façon suivante. Qu'est-ce qui se passe et puis où est-ce que ça se passe ? Alors ici, on avait commencé ce travail avec Anne-Laure Léby en lettres dans l'occasion de son mémoire en lettres il y a fort longtemps, et ça a été continué, et ça se continue maintenant toujours avec Romain Lé dans le cadre de sa thèse en géographie. Où sont les gens ? On a utilisé les votations fédérales, les 400 et quelques votations fédérales. Où est-ce que sont les votants ? Et ici, ils sont dans les communes suisses, et puis ici, les communes sont d'autant plus grandes, leur poids est d'autant plus grand qu'il y a de votants, cumulés sur les 400 dernières votations. Il y a 2000 communes, à peu près, un peu plus. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont voté ? Alors, vous avez 2000 points dans un espace à 400 dimensions. C'est difficile à visualiser, 2000 points dans un espace à 400 dimensions. On va essayer, quand on visualise, on est obligé de projeter à 2 ou 3, mais disons à 2 dimensions. Et on va effectivement projeter cet espace à 400 dimensions à 2 dimensions. Lorsqu'on projette les distances donc, qu'est-ce qu'on a comme score ? Bien sûr, on a la proportion de oui à chaque votation pour chaque commune. Par exemple, Lausanne a voté oui à 60% à la votation numéro 35. Ce genre de choses. Voilà, c'est ça qui donne les scores. Et puis, on a des distances naturelles entre les proportions de oui des communes. Et donc, ces distances vont diminuer lorsqu'on les projette, parce que tout ça va être écrasé. Mais on aimerait diminuer ces distances inter-objets, entre les 2000 objets, de la façon la plus petite possible. On aimerait conserver un maximum de dispersion, de variété. On aimerait que la différenciation entre les communes soit aussi bonne que possible. Alors, cette méthode s'applique. C'est une méthode reine de l'analyse des données qui s'appelle analyse factorielle. Et lorsqu'on pratique cette analyse factorielle, voilà ce que ça donne. Et on a les 2 premières dimensions qu'on appelle facteurs. Alors ça marche extrêmement bien parce que 60% de l'inertie, de la dispersion est conservée lorsqu'on passe de 400 à 2 dimensions. Ça veut dire que simplement ces votations, elles sont toutes extrêmement corrélées. En fait, c'est toujours des oppositions plus ou moins gauche-droite, et ça c'est ce qu'on appelle le premier facteur, qui est l'axe de différenciation principal, qui va opposer à gauche dans le graphique des petites communes alémaniques qui votent à droite, et à droite dans le graphique des grandes communes romandes, je caricature, mais qui votent à gauche. Donc la gauche et la droite sont inversées par rapport à la gauche et la droite politique. Et on voit qu'on a 3 pays différents. Ça, c'est les Suisses allemands en vert, ça, c'est les Suisses romands, les communes suisses romands en orange, et puis au milieu, il y a le Tessin. Donc on a 3 pays différents. On a une illustration magnifique de fameux Rushdie et Polenta-Grabin. On le voit, donc, quand on célèbre l'unité de la Suisse dans la diversité, il faudrait plutôt parler de diversité quand on voit ça. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose avec le « où » Est-ce qu'on peut représenter ce « où » ? Alors, on a déjà le « où », il n'y a pas besoin, on a la carte, qu'est-ce qu'on veut, on sait où sont les gens. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus intéressant parce que cette carte, c'est une carte cartésienne, XY, c'est pas comme ça que les gens vont forcément se transporter, bouger dans l'espace. Ça reflète pas les temps de transport entre 2 villes, les distances de transport, et puis sans parler des distances culturelles. Alors, une façon très féconde qu'ont trouvé les géographes quantitativistes de modéliser l'espace, c'est de le faire par une chaîne de Markov de nouveau.
WIJ, c'est la probabilité que si je me suis dans la région I, je me déplace le coup d'après dans la région voisine J. Ça définit en fait qu'est-ce qui est voisin de I. Alors le plus simple, c'est je me déplace, je fais un saut dans la commune d'à côté. Je suis à Lausanne, je vais faire un saut, je serai à Saint-Sulpice, à Paninges, etc. Je peux aussi peut-être rester sur Lausanne, je peux peut-être aussi aller plus long. Donc il y a beaucoup de façons de modéliser, de faire ces chaînes de Markov, et c'est extrêmement souple et fécond comme approche à la modélisation de l'espace en géographie. Alors, on se pose la question, est-ce que ce que je vois ici, ces chaînes, pardon, ces points spatiaux, ça définit en fait qu'est-ce que c'est le voisinage des régions. Et puis, on peut comparer un phénomène, par exemple la proportion d'écoliers, la proportion de retraités dans une commune, à la proportion de la moyenne des voisins de cette commune. Est-ce que cette proportion diffère beaucoup ou un tout petit peu? Si elle varie peu, elle varie gentiment, ça veut dire qu'on a une continuité spatiale, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation entre la quantité X que je mesure à un endroit et la quantité W de X, qui est la moyenne de ce que je mesure dans les voisins entourant cette région. On parle d'autocorrélation spatiale. Lorsqu'il y a cette forte liaison. Et ici, une très forte liaison d'autocorrélation spatiale sur les opinions politiques en Suisse. Ça varie moins lorsque vous êtes dans la commune d'à côté que si vous allez à l'autre bout de la Suisse. Même si ça peut varier beaucoup. Il y a bien sûr des discontinuités, mais en moyenne, il y en a pas beaucoup. Alors, je fais un petit aparté sur cette analyse factorielle des flux et des chaînes de Markov. Si j'ai des flux, je peux faire des chaînes de Markov. Et si j'ai des chaînes de Markov, ben, je peux faire de l'analyse factorielle. Je vous donne deux exemples ici. Ici, les flux dans le A, c'est basé sur les données qui sont les migrations intercantonales en 1985-1990 en Suisse. En gros, combien il y a de gens qui étaient dans le canton de Vaud en 1885 et qui habitent le canton de Fribourg, disons, en 1990. Voilà, vous avez cette matrice de flux. À partir de ça, vous avez une probabilité d'émigrer de Vaud vers Fribourg durant les 5 ans considérés, et puis vous faites l'analyse factorielle. Et ce que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez assez bien, j'aurais dû mettre des couleurs, ici vous avez Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, vous avez la Suisse romande à gauche. Et à droite, qui sont un peu écrasés les uns avec les autres, c'est la Suisse alémanique, avec Uri jusque-là. Berne, il est au milieu, et puis tout au sud, enfin tout en bas, le sud bien sûr, c'est le Tessin. Donc ça vous reconstitue une carte de la Suisse. Ce qui est remarquable, c'est que nulle part, j'ai donné aucune indication géographique de où sont les cantons les uns par rapport aux autres. Mais comme les gens préfèrent migrer dans le canton voisin plutôt que d'aller à l'autre bout de la Suisse, aussi à cause des frontières linguistiques, eh bien, on va reconstituer par la préférence des gens, on va reconstituer l'espace. Et donc, on peut dire ici que les flux génèrent l'espace. Les BSC, c'est les facteurs 1, 2, 3, 4 de données de flux. Cette fois, c'est des flux pendulaires. En 2000, il y a à peu près 900 communes en Suisse romande, et puis les gens habitent une certaine commune I, et puis ils vont travailler dans la commune J, qui est des fois la même. Généralement, ce n'est pas le cas. On a ces flux de pendulaires, de commuteurs, et puis on fait le même exercice, et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, j'ai pas mis le nom des communes, il y en a trop, mais les couleurs, ça correspond au canton. En vert, c'est le canton de Vaud, en noir, c'est le canton de Fribourg, etc. Et puis ces points sont alignés, puis qu'est-ce qu'on voit si on regarde qui sont les points, qu'est-ce qui est connecté avec quoi? Eh bien, c'est exactement, ça reconstitue les axes de transport principaux en Suisse romande. Ça visualise les autoroutes. Alors que jamais on a mis les autoroutes dans les données. Donc voilà, c'est une spécialité, en toute modestie, lausannoise de faire ces analyses de flux et ces analyses factorielles qui sont tout à fait intéressantes, à mon humble avis. Suite... oui... on a aussi appliqué ces notations, ces questions d'autocorrélation spatiale à de l'autocorrélation textuelle. Avec Harris et Christel, on modélise l'acte de lecture d'un document. Alors quand on lit, on prend un mot, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Mais on peut sauter aussi un autre paragraphe. On peut sauter une note de bas de page, aller voir ce qu'il y a dans la note de bas de page ou pas. Ou on peut aller voir une référence biographie ou avoir un hyperlien si c'est un document électronique, puis aller
passer dans l'autre document. Donc, on a une navigation probabiliste textuelle, et puis on peut appliquer les mêmes concepts d'autocorrélation spatiale. Alors, les conclusions de notre petite étude, c'était que les verbes dans cette autocorrélation spatiale sont fortement autocorrélés. Ça veut dire qu'ils s'attirent les uns les autres, les verbes. Alors que les noms, ils se repoussent. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir la biographie, je ne peux pas en dire plus. Et puis aussi avec Raphaël Serré, on a fait des clusterings spatiaux, c'est-à-dire qu'on voulait avoir, ici c'était la région de Thun. Cette région de Thun, elle est divisée en hectares. Ces hectares ont des caractéristiques différentes de type occupation du sol. Donc on a des distances du quoi, hein, à quoi il est utilisé cet hectare, comment il est occupé, entre les hectares, qui sont les objets ici, mais on a aussi des distances du où, hein, est-ce qu'ils sont loin les uns des autres, est-ce qu'ils sont proches. Et on aimerait avoir des clusters, donc des groupes qui sont à la fois, qui regroupent à la fois des zones qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont homogènes du point de vue de leurs caractéristiques, mais aussi des zones qui sont contiguës, qui sont au même endroit, donc des clusters d'un seul tenant, ou si possible. Donc on va essayer de faire un clustering qui tient compte de ces deux quantités, le quoi et le où. Et ce faisant, on a retrouvé beaucoup d'algorithmes qui étaient utilisés dans un domaine tout à fait différent qui s'appelle la segmentation d'une image, et on les a même généralisés à des images qui étaient irrégulières, multivariées, pas forcément à 2 dimensions, avec des pixels qui n'ont pas forcément le même poids. Voilà, on a retrouvé ces algorithmes. Alors, voilà, je vais maintenant prendre un petit peu de recul, et puis je vous pose la question, est-ce que vous pensez n'avoir rien compris ? Et peut-être que oui, parce que je vous ai donné beaucoup de matériel en un temps beaucoup trop court. J'ai utilisé à peu près 100 fois, enfin j'aurais dû avoir 100 fois plus de temps, vous voyez, si j'avais pu enseigner ça proprement. D'un autre côté, je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Malgré vous. D'abord, ce que je fais, ça éclaire la nature des objets, des concepts en jeu. Et ça délimite leurs propriétés et leur périmètre. Qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ne sont pas. D'abord, quand j'ai une formule ici mathématique comme la dispersion intragroupe, eh bien voilà, c'est ça la dispersion intragroupe. Je peux l'écrire peut-être de façon différente, mais elle doit être équivalente. Donc en fait, c'est peut-être pas la même formule, ça n'a pas l'air de la même, mais c'est la même. Et puis si c'est une autre, ben, je ne peux pas l'appeler dispersion intragroupe, je dois l'appeler dispersion B intragroupe ou prime, mais ce n'est pas le même objet. Donc on a des objets qui sont fantastiquement univoques, ils sont totalement formalisés. Et c'est ça qui permet la reproductibilité. Parce que si vous dites à quelqu'un à l'autre bout du monde, avec une autre langue, calculez, s'il vous plaît, votre dispersion intragroupe, eh bien, il va appliquer la même formule. Et il va, s'il calcule correctement, trouver la réponse à laquelle vous cherchez à répondre. Ça délimite exactement ces présupposés, la portée, les limites de ce dont il parle et parle pas. Donc ça délimite la rigueur, ça rend les choses rigoureuses. Et puis, je ne vous ai pas parlé de l'algorithme qui fait qu'on descend ce paysage d'énergie libre, mais on peut imaginer c'est des formules itératives systématiques. Et on a un algorithme absolument transparent. Tout le monde peut voir ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Au contraire des menus obscurs que vous avez si souvent dans les logiciels de statistiques. Vous cliquez là, on vous dit « Ah, mais cliquez là, imprimez ça, allez voir ici, ah non, c'était pas la bonne version, regardez, venez à la version d'avant. » Et puis, on n'explique pas aux gens ce que l'algorithme, on leur dit, voilà, quand vous avez ça, il faut l'interpréter, que c'est très bon, oh, c'est médiocre. Voilà, ça c'est les recettes de cuisine que j'appelle pour les nuls. Alors, on peut faire ça parce que des fois, on n'a pas assez de temps et puis que les gens, ils n'ont pas envie de se taper plus que 50 minutes d'instruction. Ça, il faut aussi voir, on n'a pas le temps. Donc, on peut le faire. Puis, c'est honorable de le faire. Enfin, c'est pas déshonorant de faire l'instructeur, de faire le moniteur, de faire le consultant. Mais si j'avais dû me limiter à ça dans mon activité scientifique et pédagogique, j'aurais été extrêmement frustré, j'aurais été carrément malheureux. Donc, je peux le dire, heureusement, merci la liberté académique de m'avoir laissé faire ça pendant toutes ces années. Pas seulement l'instructeur de stats. Voilà. Et donc, ça éclaire aussi un peu ce que je faisais. J'alternais des formules, on les calculait, soit avec la calculette, soit le plus souvent avec un petit programme. Ici, c'est du R. Ici, ça prend 4 lignes. C'est assez facile à utiliser. J'aurais même pu faire ça en 2 lignes, parce qu'ici, ça calcule d'autres choses dont je n'ai pas vraiment besoin si je veux juste connaître le delta.
J'avais des illustrations, des jeux de données qui étaient, j'imagine, assez faciles à interpréter, un peu éclairants sur la nature des choses qu'on fait. J'avais aussi une partie menu, voilà, utiliser tel package ici, utiliser tel menu là. Donc j'avais aussi cette partie aussi pour que les gens puissent fonctionner, disons, une fois qu'ils sont un peu tout seuls devant une machine. Mais voilà, c'était un peu comme ça que j'organisais mon enseignement. Alors, qu'est-ce qu'en ont pensé les étudiants? Alors ça, il faudrait leur demander, mais je tiens ici à saluer le fait que le public étudiant, qui n'est pas particulièrement ami des mathématiques dans sa majorité, ça on l'avait déjà relevé, a toujours su se montrer particulièrement généreux et magnanime. En effet, il s'est abstenu année après année de proférer des menaces, de commettre des actes de vandalisme ou de violence contre ma personne, ou d'exiger ma mise sous tutelle. Donc, je fais un peu mon cynique ici. Bien sûr, il y a eu aussi de beaux moments, de belles rencontres avec les étudiants. Mais voilà, je leur en suis quand même reconnaissant parce que certains, c'était vraiment pas du tout leur truc. Hein, c'est faux de le dire. Alors, un peu de réflexion sur ma trajectoire interdisciplinaire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, à l'université de Lausanne. Je vais citer quelque chose qui est dû à Snow, c'est une citation pas verbatim, mais qu'est-ce qu'il dit, M. Snow, en 1959, et beaucoup de gens ont dit la même chose avant lui et après lui, beaucoup de gens pensent la même chose, moi je suis pas loin de penser la même chose. Donc il dit que la vie intellectuelle de l'ensemble de la société occidentale se divise essentiellement en deux cultures. Celle des sciences de la nature, sciences, et celle des sciences humaines et sociales, humanities, ou en l'abréviation française SHS, hein, sciences humaines et sociales. Et c'est vrai, j'ai beaucoup ressenti ces deux cultures durant ma trajectoire, d'abord dans les sciences, à l'EPFL, et puis à l'université de Heriot-Watt à Édimbourg, où j'étais lecturer, donc dans des départements de maths ou de physique mathématique. Et quand j'étais là-bas, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'aurais été très intéressé à imaginer établir des liens entre mathématiques et les SHS. Ah, ça doit être cool d'appliquer ces maths à des phénomènes de sciences humaines et sociales. Et j'ai pas été très bien accueilli, enfin j'étais accueilli avec scepticisme. À l'EPFL, on me disait, mais qu'est-ce que tu veux appliquer des maths à des sciences humaines et sociales? Les mesures, ils sont beaucoup trop imprécises. Évidemment, de la part de gens qui vivaient dans un labo, qui mesuraient avec des lasers des choses hyper précises, c'était leur vision des choses qui, bien sûr, était limitée. Mais moi aussi, j'étais très limité, j'étais extrêmement naïf, je connaissais rien aux sciences humaines et sociales, et j'étais très inculte. Et puis donc, quand j'ai pu occuper le poste de maître assistant statistique en sciences sociales et politiques, j'ai été tout à fait enthousiaste. Enfin, je suis en sciences, dans les sciences humaines, plutôt les sciences sociales. Alors, il y avait des gens qui aimaient les stats, puisque sinon il n'y aurait pas eu de poste en SSP, mais c'était un avis minoritaire dans la faculté. À l'époque, et ça a un peu, quand même pas mal changé depuis, il y avait quand même une assez grande hostilité, surtout de la part des professeurs influents de l'époque, qui trouvaient que ces statistiques, il n'y avait que des statistiques à option en psychologie, hein, il n'y avait rien comme statistiques ni pour les sciences politiques ni pour les sciences sociales, et puis ce qu'on entendait très souvent en SSP, l'opinion généralisée, c'était que on disait, mais comment peut-on réduire à tel point l'incommensurable richesse de l'être humain en faisant des stats sur des choses. Voilà. Ou bien, donc, j'étais à la limite entre technocratie et totalitarisme, carrément. Donc, j'ai pas eu d'hostilité personnelle, mais contre ma discipline, oui. Voilà, j'ai dû essayer d'expliquer. Je suis pas toujours bien réussi à le faire. Et puis, je me suis construit petit à petit une identité de mathématicien appliqué. Quand je dis mathématicien appliqué, c'est bien sûr appliqué en SHS, mais je me suis appliqué aussi, c'est-à-dire que je me suis donné de la peine et j'en ai eu beaucoup. J'ai défendu ma discipline, je me suis retrouvé un peu comme une sorte de gardien du temple, en défendant les maths, alors que je voulais faire des sciences humaines. C'était quand même une polarisation tout à fait étonnante. Enfin, maintenant je me dis c'est logique, ça doit se passer comme ça, mais du coup j'ai très peu su profiter des SHS et je me réjouis d'avoir le temps de rattraper mes lectures dans quelques mois, dans quelques semaines. Et donc j'ai pu mesurer à quel point il était difficile de faire de cette interdisciplinarité que j'appelle transverse.
entre deux choses que sont d'une part les maths et puis d'autre part les SHS. Si vous travaillez par exemple en géographie, en sociologie, c'est deux disciplines qui sont quand même suffisamment proches pour qu'on puisse faire un papier commun. On pourrait même argumenter, parce que les domaines sont relativement, ils sont pas étanches. Enfin bon, il y a des choses qui sont clairement de la géographie et pas de la géographie, idem pour la sociologie, mais il y a quand même peut-être une intersection entre les deux. Et vous n'avez pas de problème à trouver, faire un cours, écrire des articles, des bouquins, trouver des financements pour cette intersection. Mais entre maths d'une part et puis SHS d'autre part, c'est quand même le grand écart. Je me suis souvent trouvé à devoir pousser, tirer, être en équilibre au-dessus d'un abîme. Et puis c'est vrai qu'il y a une difficulté qui est structurelle. Et ça, il faut le reconnaître. Il suffit pas de me plaindre, par exemple, de la sclérose du système éducatif intellectuel ou bien du manque de clairvoyance des collègues. Non, ça ne suffit pas, parce qu'on peut toujours argumenter là-dessus, mais il y a quand même avant tout un problème structurel, et c'est un problème que je dirais perceptif. Lorsque vous faites des choses en maths d'une part et en SHS d'autre part, ben vous faites deux choses et vous ne pouvez pas regarder les deux en même temps. Exactement comme dans le cube de Necker, si vous regardez la face de gauche, qui est disons les maths, soit elle sera devant et les SHS seront derrière, soit elle sera derrière et les SHS seront devant. Vous ne pouvez pas, à la fois vous concentrer sur la compréhension et l'interprétation des phénomènes humains et sociaux et en même temps sur la compréhension du formalisme mathématique qui justifie cette interprétation. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire ? Ben, il faut faire deux papiers. Un, A en avant, puis B dans l'arrière-plan. Par exemple, vous faites un papier de maths avec des illustrations géographiques. On dira, ah, mais ils sont bien vos exemples, vous avez bien illustré vos maths. Et puis, le même papier, ben, enfin, on va le mettre autrement, on va faire de la géographie avec un contexte géographique, avec un appendice, plein de formules mathématiques, mais un appendice seulement, attention. Et puis, on va peut-être vous dire, dans le meilleur des cas, ah, ben c'est bien, vous avez utilisé une méthodologie particulièrement recherchée et rigoureuse, bravo. C'est bien, mais on fera deux choses différentes. On va faire soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire les deux, comme on ne peut pas avoir les deux faces en même temps, en avant. Une difficulté, ça serait de trouver des financements, bien sûr, parce que si vous allez voir toquer à la porte des financements externes, on a des financements internes à l'UNIP, il faut le reconnaître, on peut faire de la recherche sans financement externe, Dieu merci. Mais si vous voulez chercher à l'extérieur des financements externes, si vous voulez toquer à la porte des mathématiciens, ils vont vous dire « Mais non, mon gars, les maths appliquées, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, vous démontrez très peu de théorèmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les maths fondamentales. » Et puis, on peut les comprendre. C'est là-dessus que le financement rare et de plus en plus rare va servir. Et de même, si vous arrivez chez les géographes, disons, avec un projet, avec 20 équations, on va vous dire, mais mon gars, c'est pas de la géographie, c'est des maths. Allez voir du côté des mathématiciens, s'il vous plaît. Donc, c'est pas toujours facile, mais par contre, je me plains pas du tout de cette richesse disciplinaire que j'ai pu côtoyer et cette joie intellectuelle et joie de fréquenter des milieux différents compense plus que largement les quelques difficultés qui sont inhérentes à cette situation. En fait, ces années à l'UNIL furent pour moi un véritable paradis. Donc, dans ces années, j'ai adoré tous mes collègues, ou presque, des 2 ou 3 facultés dans lesquelles j'étais et dans les unités. J'ai adoré enseigner, j'ai adoré faire de la recherche, j'ai adoré participer à la vie institutionnelle, et j'ai adoré étudier, j'ai adoré l'école, depuis 1965. Donc, pourquoi quitter ce paradis ? Eh bien, il y a 2 réponses. La première, elle est simple, elle est facile et immédiate, c'est la loi sur le personnel de l'État de Vaud. Ici, il est représenté par l'ange debout, qui chasse Adam et Ève du paradis. Alors bien sûr, moi je suis Adam, et puis Ève, c'est qui ? Elle incarne l'analyse mathématique des données. Elle est bouleversée à l'idée qu'elle pourrait ne plus avoir sa place dans ce paradis. Et une réponse plus personnelle, c'est que, en fait, je connais ces lieux, hein, si on est là, c'est l'Anthropole, ex-B2, ici le Géopolis, je connais ces lieux, je connais ce territoire, dans les moindres recoins, dans les moindres détails. Et je dois avouer qu'un début de lassitude commence à apparaître. Si j'ai eu énormément de plaisir à m'impliquer complètement dans tous les aspects de cette vie académique à l'UNIL, je pressens déjà qu'il sera extrêmement agréable de m'en retirer également. Ces lieux aussi me connaissent par cœur, hein, c'est réciproque. Je suis devenu entièrement prévisible. Je suis ce qu'il est convenu d'appeler un dinosaure.
c'est vrai, qui est voué donc à l'extinction institutionnelle, et donc l'arrivée future de nouveaux jeunes collègues, et même de deux nouveaux jeunes collègues, semble-t-il, qui apporteront leurs nouvelles idées, leur nouvelle énergie, leur nouvel enthousiasme, sera, personne ne peut dire le contraire, en tout cas pas moi, objectivement une bénédiction pour l'institution. Donc oui, il est temps de m'échapper de ces contraintes et obligations, de prendre la poudre d'escampette et de profiter en toute liberté d'autres choses et d'autres lieux. Et donc, bye bye, chers amis. Vous l'avez aussi en phonétique, en bleu, en expression régulière, en vert, et puis en code R, en rouge. Et j'en profite pour faire une dernière fois de la pub pour R. C'est très facile à utiliser. Vous voyez la syntaxe, c'est vraiment à la portée de tout un chacun. Donc sur ces illustrations, je suis représenté très avantageusement par le personnage masculin, tandis que le personnage féminin incarne de nouveau les mathématiques appliquées. La première photo n'est pas politiquement très correcte. On pourrait y voir à tort un hommage aux émissions et au bilan carbone, qui plus est dans un paradis fiscal, parce que c'est le film de Hitchcock, ça se passe à Monaco. Mais vous remarquerez, c'est une femme qui conduit. Quant à la deuxième photo, c'est une métaphore que j'ai de la chance de pouvoir pratiquer une discipline qui ne nécessite pratiquement aucune infrastructure de recherche. Pas besoin de labo, pas besoin de gros centres de calcul, pas besoin de questionnaires, de données, voilà. Je peux emmener mon infrastructure de recherche comme j'emmène un jeu ou un pique-nique n'importe où dans la nature. Aussi, ces illustrations évoquent une certaine insouciance dans un monde révolu. Insouciance dont nous sommes cruellement privés dans ce monde contemporain. Je vais terminer par une petite évocation, si ça marche, évocation sonore de cette insouciance. Ah ben non, ça ne marche pas parce que... Voilà, je vais essayer. C'est la balade de l'éléphant par Vladimir Cosma. Et puis c'est la musique de l'insouciance. Cette insouciance finira par nous revenir un jour. C'est là mon vœu le plus cher. Et je vous remercie beaucoup et je vous invite à rejoindre l'apéro qui, si nos calculs sont exacts, devrait nous attendre juste derrière la salle. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Romain est là aussi, avec un peu d'émotion quand même, dans ce moment. François, merci beaucoup d'abord pour ce partage. Tu t'es peut-être demandé ces derniers temps parfois ce que Romain et moi nous faisions, voire même si nous faisions quelque chose. Et on est à la fois très heureux et un peu soulagé de pouvoir enfin en parler un peu plus ouvertement. Ce qu'on faisait ces derniers temps, et tu nous as peut-être vu traîner ensemble de façon louche, c'était de préparer, de mettre la dernière main à un projet qu'on a commencé il y a 1 an et demi
avec la complicité de pas mal de monde dans notre couloir à Géopolis et aussi un peu plus loin. Voilà, je pense que tu peux peut-être montrer ceci, si tout va bien. Ah non, laptop nous signale tout un symbole. La réalité de notre évolution technologique. Voilà, donc on a préparé ceci. Ça s'appelle Espace, langage, réseau et sciences. Et je pense que c'est très clair maintenant. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je suis un peu ému. Et voilà, le livre est là. Tu peux peut-être le lui donner dans la main. Et voilà. Vous l'avez fait, tu l'as fait, Alice? On l'a fait. Je me demandais si on aurait une surprise, mais c'est juste fantastique, quoi. Oui, ça s'appelle un mélange. C'est des articles, en mon honneur, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, je voulais en parler. Voilà, ça revient sur une partie des sujets que tu as mentionnés. Tu reconnais les noms. C'est écrit par des anciens doctorants à toi, voire même des très anciens doctorants à toi, ou des très récents, des collègues d'ici et d'ailleurs, et aussi des personnes qui ont voulu participer avec des approches un peu différentes, parfois de linguistique historique, mais sur les notions de statistiques, de méthodes quantitatives, etc. Et on espère que dans tes pique-niques et tes tours en voiture, ça t'occupera un petit moment. Et voilà. Et maintenant, on peut vraiment aller en parler à l'apéritif. Voilà. Tu dis un mot là-dessus? Voilà, alors vous avez vu François tout à l'heure avec ses lunettes sur le nez, sans sa veste et le tableau noir, on n'est pas très loin des réalités. Donc voilà, et surtout, n'oubliez pas de pondérer. Donc cette couverture a été faite par Guillaume Moulon, qui était l'invité d'honneur de BDphil donc cette année. Donc on a des contacts chez BDphil grâce à Guillaume Gay. Et puis voilà, il a pu nous faire une illustration de toi en train d'expliquer une de tes théories préférées au tableau noir. Voilà. Il a... Donc voilà, la version originale du dessin.